Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne d'NAS sur YouTube. Aujourd'hui cette vidéo est dédiée à l'ensemble des projets qu'on a effectués durant l'année civile 2017-2018. Aujourd'hui nous allons présenter tout ce qu'on a fait ensemble. NAS a commencé en 2015. Voilà. On a eu des partenariats avec plusieurs entreprises coréennes. Donc ces derniers temps, nous avons consacré notre travail essentiellement vers un domaine qui se répand de plus en plus, donc la vision par ordinateur. Donc le but de cette vidéo est de vous présenter notre travail durant cette période-là et de vous montrer l'évolution de notre travail personnel et ce qu'on compte améliorer dans le futur et entreprendre aussi. Voilà, donc on a décidé un petit peu de mettre cette vidéo en deux phases. Une qui va être le projet qui a été mené par l'équipe de Pierre-Louis, donc cofondateur de NAS, et par moi-même, Hugo Antoine, qui a été focalisé sur la vision par ordinateur dans l'intelligence artificielle avec les voitures autonomes. Je vais vous présenter le projet que j'ai entrepris avec mon équipe cette année. C'est un projet entièrement consacré à la somnolence au volant qui est devenu un fléau en fait. Ces dernières années, on a remarqué que la plupart des décès sont effectués par la somnolence. C'est un problème qu'on devait régler. Et donc j'ai utilisé la technologie de la vision par ordinateur pour essayer de régler ce problème. Je vais à peu près vous expliquer comment fonctionne le procédé. Donc le but était de détecter avec une webcam ou une caméra spécialement utilisable sur la Raspberry pour identifier une fermeture de l'œil pendant un certain moment et déclencher une alarme sonore pour avertir l'usager qu'il doit se reposer et qu'il ne doit pas continuer à conduire, sinon ça devient dangereux. Le plus grand principe qui repose sur le programme qu'on utilise, c'est le rapport d'aspect de l'œil, comme on appelle, donc EAR en anglais. C'est un principe que je vais vous expliquer assez brièvement, de manière assez simple. Là, on a dessiné un œil, donc un œil ouvert et fermé. Comme on peut le voir, il y a des repères à peu près sur toute la surface de l'œil. P1, P2, P3, P4, P5, P6. À partir de ces points, en fait, l'ordinateur va pouvoir établir un contour de l'œil, en fait, puisqu'il établit une cartographie du visage en 68 points. Donc il pourra sélectionner quelques points qui permettront de tout de suite déterminer où se situe l'œil dans le visage. Avec ces 6 points-là, il peut définir un œil. Et donc ces 6 points vont être très importants dans notre programme, puisque c'est avec une expérimentation qu'on a pu découvrir que par exemple, quand l'œil était ouvert de manière continue, on peut retrouver ici, dans un diagramme que j'ai tracé en abscisse qui représente le temps en millisecondes et en ordonnée qui représente le rapport d'aspect de l'œil, que quand l'œil est constant, le rapport est constant et donc du coup ça reste toujours la même valeur. Cependant, quand on détecte que les yeux sont fermés, qu'il y a un clignement par exemple, il y a tout de suite une rupture, donc on peut voir tout de suite sur la courbe qu'il y a une rupture avec le mouvement constant du rapport d'aspect de l'œil. Et puis quand l'œil commence à se rouvrir, ça continue. Voici la formule qui est utilisée dans ce principe pour expliquer un peu comment ça marche. Après, c'est encore une formule mathématique comme dans toute science. C'est essentiellement un calcul de normes en fait, puisque ces points sont assimilés à des coordonnées. Et quand on fait la différence en fait, de différents points, on peut calculer ce rapport d'aspect de l'œil. On considère que P1 et P4 sont constants parce que comme on peut le voir entre l'œil qui est ouvert et l'œil qui est fermé, la distance reste la même. Par contre, on remarque que les points P2, P6, P3, P5 vont quand même changer de coordonnées avec la fermeture de la paupière par exemple. Et cette formule-là permet d'expliquer ce phénomène et pourquoi on retrouve un pic dans le graphique qu'on a regardé tout à l'heure en fait. Quand on calcule la distance en fait, avec les normes, on peut remarquer que ça restera toujours constant si l'œil est ouvert, puisque les points ne vont pas changer de coordonnées. Par contre, si l'œil se ferme, les points vont changer, et puis on peut voir un peu de manière assez simple que les coordonnées vont diminuer. Donc ça va faire diminuer le rapport. P1 et P4 restent constants, puisque ça reste tout le temps la même distance. Si on fait vraiment une théorie un peu comme un calcul de limite, quand ça tend vers plus l'infini, on peut voir que le dénominateur va plutôt être plus grand que le numérateur, donc ça va faire tendre vers 0. Ce qui explique le fossé
au niveau du graphique en fait. Donc, parce que le rapport a tendance à baisser vraiment vers 0, donc on voit qu'il y a un fossé comparé à une valeur constante qu'on avait au préalable au début. Et donc cette formule est très importante pour étudier ce rapport de l'œil qui nous permet de détecter finalement quand les yeux se ferment pendant même un bref délai. Et donc on va voir tout à l'heure qu'avec cette formule-là, on peut la modifier à notre guise pour pouvoir l'utiliser de manière plus importante et dans des meilleures conditions pour gérer la somnolence de l'automobiliste en fait. Petite remise en point, parce que en fait, j'ai pas vraiment expliqué d'où venaient en fait, ces petits points-là qu'on avait cartographiés. Donc il faut savoir que toutes ces coordonnées de points, on les a grâce à une librairie Python en fait, qui s'appelle Dlib. Donc c'est un logiciel de calcul assez puissant qui permet de faire une cartographie en 68 points du visage. Donc si vous voulez, si on le rapproche d'une technologie qui est assez existante aujourd'hui, c'est un peu comme Face ID sur l'iPhone X par exemple, si vous voulez. Et donc là je vais expliquer de manière très rapide comment fonctionne mon programme en fait. Donc on va se baser sur le rapport d'aspect de l'œil comme je l'ai dit précédemment. Et donc moi j'ai fixé une valeur après calibration plusieurs fois, une valeur de 0,25 en fait. Et donc si ce rapport d'aspect de l'œil si le rapport d'aspect de l'œil qu'on a calculé est supérieur au taux fixé pendant un nombre d'images consécutives infini, l'alarme sera désactivée. Si ce rapport d'aspect de l'œil par conséquent est inférieur au taux fixé, dans ce cas-là, on va compter le nombre d'images consécutives dans lequel on voit que l'œil est fermé. Et si à partir de 20 images consécutives on voit que c'est fermé, dans ce cas-là, dans le cas échéant, on va allumer l'alarme et par conséquent essayer de réveiller le conducteur qui est dans un état de somnolence assez avancé. Quelle que soit la distance ou quel que soit le nombre de personnes qui est devant la caméra, il détectera toujours l'essentiel en fait, donc c'est-à-dire le positionnement de vos yeux et le rapport d'aspect de l'œil. Donc c'est un aspect très négatif, on est très content d'avoir pu réussir à le faire. Et donc du coup, on est en train justement de voir comment on pourrait rendre cette technologie accessible à tout le monde, parce que c'est vrai que de nos jours, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont des autos avec toutes les options comprises, et les options pour lutter contre la somnolence sont assez rares dans les véhicules de prix moyen. Donc il faut vraiment rendre cette technologie accessible à tous. Donc voilà pour le projet que j'ai mené avec mon équipe pour la détection de la somnolence. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur le compte NAS, donc Facebook, Instagram ou encore YouTube, et puis on essaiera de vous répondre sur tous les aspects de cette technologie-là. Donc je vais passer la parole à Hugo sur son travail sur la vision par ordinateur, qui est plutôt centré sur le véhicule autonome, qui est aussi une technologie très répandue aujourd'hui. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter le projet Wheel qui a été développé par mon équipe. Donc mon équipe a été composée de Théo Lacassin, Maud Igersheim et Hugo Leblond. On a une équipe, ils font pas tous partie de NAS, il y a des partenaires. J'ai le robot entre les mains, et donc vous pourrez le voir. Donc voilà à quoi ressemble Wheel. Alors je vais essayer de vous l'approcher un petit peu pour que vous voyez. Voilà. Hop. Donc là c'est une caméra, et à l'intérieur, donc il y a une carte Raspberry que vous voyez pas, c'est encore en cours de câblage, mais une carte Raspberry Pi 3, donc c'est l'avant-dernier modèle, parce qu'ils ont sorti un nouveau modèle récemment. Et puis à l'intérieur, on voit une carte Arduino avec un shield moteur pour contrôler les moteurs tout comme il faut. Il y a aussi un module Bluetooth pour pouvoir on a une application qui permet de commander la voiture de manière manuelle et de la contrôler de manière automatique avec la caméra. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors j'utilise la bibliothèque OpenCV. OpenCV, qui est une librairie qui marche sur Python et sur C. Nous on l'a utilisé sur Python, et ça va nous permettre en fait de détecter la route, parce que la caméra doit le détecter, et la particularité de la route c'est qu'elle est verte. Donc on imagine la route comme ça, donc tout ça c'est vert. Je peux même vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble la route. Attendez 5 minutes.
Donc voilà un petit peu la route, à quoi elle ressemble. Voilà, vous voyez bien. Et on a donc des panneaux de signalisation pour voir la route. Donc là on a un panneau stop. On va montrer comment est-ce qu'on arrive justement à détecter ce panneau stop. On verra qu'on utilise du machine learning grâce une nouvelle fois à OpenCV. Donc comment on fait pour détecter la route? Et bien tout simplement on détecte la couleur verte. On commence par détecter, donc on imagine la caméra. Hop. Donc là c'est l'écran de la caméra. Et on imagine que la route, on voit un petit bout en perspective. On imagine que ça avance. Hein, donc ça fait un peu comme ça. Donc tout ça c'est vert. Et donc sur l'écran, nous on va avoir, en fait, on va délimiter la route. Donc hop 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 hop. Donc du coup, une fois qu'on a détecté cette route là et qu'on l'a délimitée par une forme de couleur ou peu importe, et ben on va détecter le centre. Voilà. Le centre de cette couleur là. Donc il y a une formule mathématique hein, que je ne vais pas expliquer ici, mais qui s'appelle un moment d'image et qui va nous permettre justement de connaître le milieu de cette route. Donc une fois qu'on a ce milieu là, on va appeler par exemple le point A. Hein, et ben, le point A il va avoir une coordonnée X et une coordonnée Y. Hein, parce qu'il faut savoir que ça, sur l'image, il y a une coordonnée comme ça et une coordonnée comme ça. Donc ici on a X et ici on a Y. Hein. Donc moi forcément j'ai donné à l'avance les coordonnées de l'image, hein, si jamais il y a 600 pixels là et 400 pixels là. Et donc on va pouvoir connaître les coordonnées du point du milieu. Et donc en fonction de ces coordonnées là, on va pouvoir savoir où est-ce qu'on se retrouve sur la route. Par exemple, admettons que sur l'image, je trouve que mon point est ici. Donc en gros ma route, il faut imaginer qu'elle se trouve à peu près comme ça. Hein. Donc grosso modo on n'est pas au milieu de la route. Et bien forcément la coordonnée ici, coordonnée Y, elle va se retrouver par exemple à 3. Alors que ici on a 400. Du coup, forcément il faut qu'on aille à gauche. Donc on va dire à la voiture de tourner à gauche. Donc maintenant je vais vous présenter un petit peu la détection de ce panneau stop. Donc une nouvelle fois ça s'effectue avec la caméra. Et donc je vais essayer de démocratiser un petit peu l'utilisation de ce panneau stop parce que, enfin de la détection par machine learning, parce qu'on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, de machine learning, tout ça, mais on ne sait pas trop en fait comment on fait vraiment pour l'utiliser soi-même chez soi. Hein, et en fait c'est possible. Hein, une nouvelle fois donc c'est avec OpenCV et Python qu'on va faire ça. Ça le fait automatiquement en fait. Hein, il faut comprendre qu'on prend des milliers de photos, on les met dans un logiciel et le logiciel il va nous donner un fichier qui va être un point XML. Et ce point XML là, donc là c'est le nom de votre fichier. Et ce point XML là, ça s'appelle un fichier AR. On appelle ça un fichier AR sur OpenCV, qui est un fichier AR cascade et qui va permettre justement d'utiliser le machine learning. Donc dans mon cas là, j'ai pris des milliers de photos de ce panneau stop là. Et pour qu'il apprenne justement à comprendre qu'est-ce que c'est que ce panneau stop. J'ai mis toutes ces images dans le logiciel et donc j'ai eu mon fichier panneaustop.xml. Et à partir de là, je l'ai mis dans mon code. Hein. Faut imaginer que j'ai mon code Python, et à un moment donné j'ai dit, bon bah ici je veux mon .xml. Hop. Et je lui ai demandé de détecter mon panneau stop. Et donc une fois que j'ai eu ça avec mon code, donc là c'est mon code, il m'a donné, quand je mets sur la caméra, dès que je vois le panneau stop, il me le détecte et il me met un rectangle autour, comme ça. Voilà. Et à partir de là, en fait, j'ai détecté le panneau stop. Donc ça se fait assez facilement en réalité. Et donc à partir de là, bah, je peux savoir, pour savoir si je suis trop près du panneau stop ou trop loin, je vais, comme tout à l'heure, quand on calculait les coordonnées, et ben là c'est pareil, avec les coordonnées du rectangle là, je vais calculer cette hauteur et cette largeur, hein, comme vous voulez, longueur, enfin, on va dire une largeur, c'est mieux, on laisse une largeur. Et donc en calculant l'air du panneau, qui est égal donc à h fois L, on va pouvoir savoir en gros l'air, et donc si jamais plus l'air elle est grande, plus le panneau est près. Et plus l'air est petite, plus le panneau est loin. Donc c'est comme ça qu'on va réussir à estimer en fait la proximité du panneau, tout simplement. Donc voilà, j'ai essayé de vous présenter un petit peu comment fonctionnait
wheel pour détecter les panneaux stop et la route. Faut savoir aussi qu'il a un système de ventilation extrêmement sophistiqué. Hein, on peut voir ici un système de ventilation parce que il chauffe beaucoup. Hein, forcément, il y a beaucoup de technologie là-dedans. Donc maintenant que je vous explique un petit peu comment ça fonctionnait, je pense que vous avez envie de voir un petit peu comment ça marche en vrai. Hein. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo récemment avec toute l'équipe NAS. Et donc vous allez voir, le lien est dans la description pour voir un petit peu comment ça fonctionne. On a récemment lancé notre t-shirt, notre sweatshirt. Et donc vous voulez le présenter, donc là on l'a pas porté parce qu'il fait très chaud, bon, même si je suis pas très logique parce que j'ai j'ai aussi un sweat, mais bon. Donc voilà, ça c'est le sweatshirt NAS, donc NA Society. Alors d'ailleurs je vais vous expliquer un petit peu pourquoi NAS. Tout simplement parce que mon coéquipier Pierre-Louis s'appelle Ngo, oui. Donc d'où le N, et moi mon nom de famille c'est Antoine, d'où le A. Et pour le S de Society. Donc voilà notre sweatshirt. Donc il faut savoir qu'il n'est pas disponible à la commercialisation tout simplement parce que c'est un produit qui est personnel, qui est réservé aux membres NAS. Mais si un jour vous faites partie dans le futur de NAS, et ben, tout le monde aura le droit à ce sweat-là. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des recrutements, on donne à chaque fois à nos nouveaux un pull, un pull quelque chose de caractéristique. Donc, pour commémorer un peu les 3 ans de création de NAS, donc c'était pour présenter un peu, faire un peu un flashback sur ce qu'on a fait depuis nos débuts, même si ça n'a pas tout le temps marché, même si ça n'a pas tout le temps été 100% fonctionnel, mais voilà, c'est pour un peu montrer le travail qu'on a fait et qu'on peut progresser de jour en jour. Donc, le premier objet qu'on a entre guillemets bien fait, c'est un socle à induction qu'on a voulu réaliser à partir de bobines réceptrices qu'on a en fait récupérées, et on l'a voulu mettre dans une enveloppe un peu fabriquée en stratoconception, donc à partir de superposition de couches de bois en fait. Et on l'a mis de couleur gris anthracite. Petite personnalisation quoi, voilà. Faut savoir que ce socle à induction est disponible à la vente. Hein. Donc on voit un petit câble micro USB, oui, tout à fait, vers USB. Alors forcément vous pouvez mettre vers un USB Type-C, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, c'est compatible sur tout appareil en fait. Voilà, compatible sur tout appareil. Si vous êtes muni du patch... voilà, il faut être muni d'un patch. Alors c'est un patch qui est induction classique. Hein. Oui, en fait ça doit coûter 2-3 € dans les commerces on va dire, voilà. Vers Amazon. C'est pour ça. Nous c'est personnalisé, hein, c'est gravé dessus NAS. Voilà, donc ça a été fait 100% à partir de... en fait ça a été fait en live en stratoconception. Voilà, vous avez même la vidéo si vous voulez de la conception de ce boîtier stratoconception. Voilà. Alors, on le branche comme ça. Oui. Voilà. Non, attendez, on recommence, il y a le petit clac là qui est vraiment sympa, qui montre la qualité. Voilà, ça c'est une preuve de la qualité NAS. Donc voilà le petit socle à induction, et donc là il vous reste plus qu'à le brancher sur courant, soit sur votre ordinateur ou sur votre prise secteur avec votre transformateur de téléphone classique. Hein. Voilà. Donc ça marche comme ça. Et il faut savoir qu'il n'y en aura pas beaucoup qui seront vendus et expédiés. Hein. L'objectif c'est que ce soit un objet qui soit collector. Hein. C'est un objet collector quand même. Oui, personnalisé en fait. Voilà, personnalisé. Et il faut savoir qu'on peut avoir la possibilité de vous graver vos initiales ou ce que vous voulez sur, voilà, c'est ça. Voilà, sur cette recharge à induction. Voilà. Donc bien sûr, pour que ça marche, il faut avoir un téléphone compatible avec l'induction. Donc voilà, disponible à la vente sur notre site internet officiel. Hein. Disponible dans la description en fait, encore une fois plus. On aimerait vous présenter un petit peu nos anciens projets, hein, et en particulier parce qu'on n'a pas beaucoup communiqué, on a fait des vidéos assez grandioses, en particulier dans le chant. Comment faire un flashback de nos projets sans parler vraiment du projet vraiment très abouti qu'on a réussi à faire l'année dernière et dont on est très fiers. Donc Color Hype, c'est un projet qu'on a fait dans le cadre des TPE l'année dernière, qu'on a présenté donc du coup dans les environs d'avril. Et donc c'est un projet qui consistait à aider en fait dans le processus d'agriculture en fait, et d'améliorer en fait la rapidité du processus en mettant en place un système qui permettait de reconnaître en fait les fruits mûrs, donc notamment grâce à sa couleur. Donc on l'avait doté d'un capteur de couleur qui permettait de voir les variations de couleurs,
et notamment d'une tomate, et donc d'informer en fait dans le cas échéant l'agriculteur si, si ce qu'il cultivait était plutôt mûr ou pas en fait du coup. Et donc ça c'est un gain de temps vraiment important pour les agriculteurs qui ont vraiment beaucoup de tâches à effectuer donc on a essayé vraiment de faire un système qui permettait d'aider au plus dans ses fonctions et on a fait un système on va dire entièrement automatisé qui se déplaçait tout seul avec un système encore de reconnaissance de couleurs donc par des patchs en fait qu'on a nommé Smart Patch et il s'arrêtait pendant un bref délai devant un pot en fait pour identifier la couleur et donc afficher l'information et la communiquer à l'agriculteur. Donc c'est un projet dont on est très fier puisque comment dire, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail et puis on a plutôt été bien récompensé. On a été contacté par une entreprise. On a été contacté par Elego, donc une entreprise d'électronique. De composants électroniques en fait, qui nous ont proposé en fait de mettre en avant leurs composants puisque c'est à partir de leurs composants qu'on a réussi à faire ce projet, donc essentiellement de cartes Arduino. Et donc comme ils ont vu l'avancée qu'on pouvait faire avec, ils nous ont proposé en fait de le présenter à toutes les personnes qui étaient intéressées. Donc il faut savoir que si vous êtes intéressé par tout le travail qu'on a pu effectuer tout au long de cette vidéo, en fait tous les codes et toutes les informations relatives à ces projets sont disponibles dans la description, donc vous aurez accès à toutes nos diapositives donc, qui présentent en détail nos projets, avec certaines images, certaines illustrations, le code pour pouvoir le faire chez vous, et c'est totalement open source, hein. Oui, C'est-à-dire qu'on a envie que notre travail soit en partie open source. Bien sûr, il y a des choses qui vont être liées à la commercialisation, ne seront pas communiquées parce que forcément il faut qu'on se développe, il faut qu'on garde des secrets de fabrication, des secrets de conception de code, et donc forcément on ne pourra pas tout donner. Mais tout ce qui est relatif par exemple au machine learning assez classique, hein, celui que j'ai montré avec le panneau stop, celui-là il n'y a pas de problème, vous aurez le lien dans la description. Vous aurez des liens si vous voulez pour comprendre certains logiciels que j'ai utilisés et que Pierre lui a utilisé en ce qui concerne OpenCV ou Python. Hein, il y en a quelques-uns qui ont peut-être jamais fait de Python, je sais pas. Il y aura aussi quelques liens relatifs pour pouvoir vous aider à installer le logiciel OpenCV parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué au début de savoir le faire, surtout sur le Raspberry Pi, donc on vous mettra toutes les descriptions dans la description en fait. Voilà. Tout ce qui est important en fait. Voilà. Donc merci pour le visionnage. Laissez un petit pouce bleu pour simplement pour si jamais vous voulez recevoir des codes supplémentaires, parce que tous les codes ne seront pas sur le site internet. Pour avoir certains codes particuliers, il suffit de nous envoyer un mail à l'adresse mail qui est en description encore une fois. C'est ça. Simplement en échange, il faut mettre un pouce bleu et nous aider à partager en fait tout ce qu'on... Un pouce bleu et un petit commentaire au moins. Oui voilà, constructif sur ce qu'on a fait pour critiquer un peu. Vous avez le droit de critiquer, hein, il y a des choses qui vont pas, on sait qu'il y a des choses qui vont pas. La caméra, bon, hein, on va pas en parler. mais voilà, donc ça nous permet simplement d'avoir un petit échange avec vous, c'est-à-dire qu'on vous donne des choses qui vous intéressent et en échange, vous nous permet un petit peu d'avoir de la visibilité. C'est ça exactement. Voilà.